se faire assassiner. Et donc nous, en tant que famille, on est solidaires d'eux. C'est pour ça qu'on est venu en famille. Et la deuxième chose, c'est pour que sensibiliser les enfants en fait de ce qui se passe. Qu'il y a une injustice, il faut qu'on la dénonce et peut-être qu'elle, elle va grandir avec ce conflit et il faut qu'elle la dénonce aussi. Des rassemblements ont également eu lieu à Bordeaux ou à Toulouse, où 1300 personnes ont défilé dans la rue, selon la police. Serge Raffi, quelle est votre analyse de ce qui s'est passé aujourd'hui? On a l'impression presque que c'est marche contre marche. Oui, c'est ce que craint le président de la République. C'est pour ça qu'il fait cette lettre aux Français, pour essayer de faire retomber un peu la pression. Le problème que nous avons, nous, en France, c'est que nous sommes tombés dans un piège gigantesque, qui est celui de l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Or, il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, sortir de ce piège. Sinon, effectivement, il peut y avoir une hystérisation des conflits. On le voit bien déjà avec les positions de la France insoumise ou d'autres, etc. Il ne faut jamais oublier que l'antisémitisme en France, il n'est pas seulement lié au problème du Proche-Orient, mais à ce qu'on a vécu, nous, depuis 10 ans. Depuis l'affaire de Mohamed Merah, la monstruosité ou se réclamant de l'islamisme radical. Il ne faut jamais oublier que cet terroriste islamiste, il est en France depuis plus de 10-15 ans. Donc cette question-là, il ne faut pas aussi la négliger. Or, la manifestation de demain, elle est aussi pour ça. C'est-à-dire que protéger les Français, c'est les protéger aussi contre cette violence-là. Et pas simplement avoir le débat qui est juste aussi. C'est-à-dire qu'il y a des raisons objectives de soutenir les civils palestiniens. Bien sûr, toute guerre est épouvantable. Mais il ne faut jamais oublier que nous, en France, notre problème, c'est un problème de violence terroriste organisée par des terroristes islamistes sur notre sol et qui tapent d'une manière indiscriminée des juifs, des professeurs, des mécréants, des jeunes, des filles. On a vu le Bataclan, etc. Ça fait quand même plus de 10 ans que ça dure, ça. Donc, à un moment donné aussi, il faut savoir dire stop à ça et pas simplement se laisser piéger par le jeu, justement, des réseaux sociaux qui, en ce moment, sont en train de nous emporter dans une bataille qui sera épouvantable et qui ne servira pas notre pays. Merci Serge Raffi. Charles Anderlin, vous trouvez que la France est tombée dans un piège? Quel regard vous portez sur ce qui se passe en ce moment chez nous? Bah oui, écoutez, tout à fait. Cela dit, vous savez, lorsque le président Macron et Joe Biden parlent de la solution à 2 États, effectivement, la seule possibilité, lorsque cette guerre terrible sera terminée, lorsque l'on discutera de l'après, il faudra savoir qui s'installera à Gaza, qui dirigera Gaza. Ce ne sera pas le Hamas d'une manière ou d'une autre. Benjamin Netanyahou, ce soir, vient de déclarer qu'il n'est pas question de permettre à l'autorité palestinienne d'y aller. Or, la seule possibilité pour parvenir à la solution à 2 États, à une paix, à ramener la paix non seulement ici, mais entre les communautés en Europe, en France, c'est un accord entre Israël, l'OLP, Mahmoud Abbas ou son successeur, donc des élections à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Et ce gouvernement israélien, et Emmanuel Macron le sait parfaitement, est un gouvernement annexionniste qui ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. Donc se sortir de cette crise, cela passe nécessairement par cela, et c'est ça qui doit être, à mon avis, le discours français. Dire à M. Netanyahou, écoutez, bon, vous faites cette guerre, justifiée ou pas, vous êtes peut-être allé trop loin avec les bombardements, je n'en sais rien, on verra ça lorsque tout sera terminé et qu'on pourra vérifier effectivement les bilans. Il faut quand même rappeler que tous les directeurs d'hôpitaux à Gaza ont été nommés par le Hamas. Donc les chiffres, voilà, il faut les vérifier. Mais sur le fond, en sortant de cette crise, il faut pouvoir passer à l'avenir. Et si on n'a pas une solution à ce niveau-là, eh bien ça va aller de mal en pire. Merci Charles Anderlin d'avoir été en direct avec nous depuis Jérusalem. Et dans ce contexte extrêmement tendu en France, on va prendre la direction de Lyon. Regardez ces images. Il y avait une conférence sur la Palestine à Lyon. Elle a été prise pour cible par une 50aine de personnes, membres de l'ultra-droite. Dans le 5e arrondissement, 3 personnes ont été légèrement blessées. Le collectif Palestine 69 qui organisait cette conférence est complètement choqué. Une personne a été interpellée. Le collectif indique de son côté s'être fait attaquer, je cite, à coups de tirs de mortier, de battes de baseball ainsi que de bâtons.
Il a indiqué qu'une plainte serait déposée. Le maire de Lyon a réagi via Twitter et a affirmé, vous le voyez, que la justice allait être saisie. On va un peu plus loin avec notre invitée Juliette Bossard-Trigna. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes préfète déléguée pour la défense et la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à Lyon dans le 5e arrondissement ce soir ? Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord également de condamner fermement les violences qui se sont produites ce soir dans des locaux associatifs. Alors, d'après les informations dont je dispose, un groupuscule d'ultra-droite a tenté de pénétrer dans les locaux pendant que la conférence se déroulait et les participants ont été contraints de se barricader dans les locaux. La police est intervenue très rapidement pour mettre fin à ces violences et a pu procéder à une interpellation. Bien entendu, vous le disiez, une plainte a été déposée et les investigations vont se poursuivre pour permettre, éventuellement à l'aide de l'exploitation de la vidéoprotection, d'identifier les auteurs de ces actes et de les poursuivre pour qu'ils répondent de leurs actes. Alors justement, vous parlez d'identification. Pour le moment, si j'ai bien compris, une personne a été interpellée. Est-ce que ces personnes sont déjà connues de la justice? Est-ce qu'il y a déjà une histoire avec ce genre de groupe? Une personne a été interpellée et ensuite les investigations se poursuivront pour identifier les autres auteurs de ces actes sous l'autorité du procureur de la République. Merci à vous d'avoir fait le point avec nous sur cette situation. Serge Raffi, on vient de voir ce qui se passe à Lyon. Ça n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Ça intervient dans le cadre d'un week-end extrêmement tendu. On parlait de marche contre marche. Est-ce que ça vous étonne ? C'est un peu le danger qui nous guette, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des réactions de plus en plus violentes. On va voir aussi des groupuscules, comme on vient de voir à Lyon, qui s'attaquent à des défenseurs de la Palestine, qui peuvent essayer. C'est un racisme aussi anti-arabe. Il ne faut pas se raconter d'histoire autour de tout ça. Et la grande peur du président de la République, c'est bien celle-là, c'est l'éruption de la haine tous azimuts. C'est-à-dire il y a la haine antisémite, il y a la haine anti-maghrébine, il y a tout un tas de discriminations et il faut absolument sortir de ça. Et pour sortir de ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut revenir aux fondamentaux de notre pays, de la République. Liberté, égalité, fraternité, liberté de culte pour tous. Et donc, il faut absolument qu'on entende ce message et que les Français sortent du piège des réseaux sociaux, sortent du piège de l'importation du conflit israélo-palestinien sur nos plateaux, dans nos écoles, dans nos universités. Il faut sortir de ce guet-apens dans lequel on est en train de tomber. Merci, voilà pour ce qu'on a appris sur ce qui s'est passé ce soir à Lyon. Week-end direct, 22h53. Si vous nous rejoignez, bien évidemment, on parle de ce qui va se passer demain à Paris à 15h. Pour la République, contre l'antisémitisme, c'est le mot d'ordre simple et clair de la manifestation. Demain, Emmanuel Macron ne sera pas présent. Il a été interpellé à ce sujet par l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus qui se disait déçu par son absence. Écoutez ce qu'il lui répond. Monsieur le Président, je suis contente de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière-petite-fille de Dreyfus, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation. Non, je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit. Ah d'accord, c'est ça la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je sais. J'espère que je n'ai pas besoin de le démontrer, justement. Exactement. Mais je pense que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays et d'être fier sur les valeurs. Et je suis en action. On vous remercie pour ça et pour la guerre aussi en Israël. Mon rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir. Sinon, je peux manifester toutes les semaines. C'est vrai, vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. J'aurai l'occasion dans les prochaines heures de le dire. Alors voilà pour cette réponse, on va avoir l'occasion d'en parler sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Martine Leblanc-Zola. Bonjour madame, vous êtes vice-présidente de l'association Maison Zola Musée Dreyfus. Vous êtes l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Merci d'être avec nous. Nous avons également Élie Corchia, présidente du Consistoire central de France, avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Mario Stasi, président de la LICRA, merci de nous accompagner. Damien Maudet, député LFI. Et nous avons toujours Monsieur Raffi qui nous accompagne pour la soirée. On va revenir d'un mot sur ce qu'a dit Emmanuel Macron dans un tour de plateau rapide.
J'aimerais que vous me disiez chacun si vous êtes déçus qu'il ne soit pas là demain. Oui. Je vous en prie. Oui, je suis déçu, je le regrette. Je le regrette d'autant que c'est une manifestation, une marche républicaine pour les valeurs de la République. Et au-delà d'une très belle lettre qui est parue ce soir dans le Parisien, on parlera, le fait qu'il ne soit pas là me déçoit. Mais j'aimerais revenir peut-être plus tard sur un terme qu'il a utilisé qui est pertinent, qui est passé un petit peu inaperçu. Il a dit que le combat contre l'antisémitisme, dans cette prise de parole avec l'arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus, était un combat universaliste. Et j'aimerais que l'on se penche un peu dessus, c'est-à-dire un combat qui intéresse tous les citoyens. C'est un combat de tous les citoyens, pour les citoyens, qui dépasse très largement la communauté juive. Et comme c'est un combat universaliste, il me semble que sa présence s'imposait. Martine Leblonzola, vous auriez aimé que le président soit là demain à 15h ? Je pense que le président de la République a sa position et je la respecte en tant que président de la République. Cela n'empêche que je peux quand même honorer la présence du président de la République à l'inauguration de la Maison Zola Musée Dreyfus le 26 octobre 2021, il y a 2 ans, où il a rappelé que les idéaux républicains n'étaient pas des acquis, qu'il fallait les conquérir. Et je crois que Emmanuel Macron est dans cette lignée d'universalisme, de réunion de toutes les communautés. Et sa décision de ne pas manifester demain, ça revient de lui-même, comme chacun est libre. Je respecte son opinion. On va regarder une réaction, c'est celle du président des Républicains, Éric Ciotti. Lui, il estime que cette absence du président de la République est une faute parce que le combat doit dépasser le « en même temps » permanent. Vous en pensez quoi, Élie Corchia ? Écoutez, moi, j'écoutais mon confrère Mario Stasi, le président de la LICRA, à l'instant, et qui disait qu'il regrettait l'absence du président. Je crois qu'on est nombreux, en tant que citoyens, tout simplement, à regretter l'absence. On aurait aimé que le président de la République soit à cette marche. Maintenant, j'entends ce qu'il dit. Il dit qu'il n'a jamais participé à la moindre manifestation et qu'en tant que président de la République, je dis bien en tant que président de la République, il ne se devait pas de le faire. Mais dans les grands moments de la Ve République, quand il y a eu danger, deux présidents ont manifesté. Je vais vous dire ce que je pense. J'écoutais Madame Leblonzola. C'est son choix. Il faut respecter son choix. Il a dit qu'en tant que président de la République, il n'irait à aucune manifestation, à aucune marche. J'entends. Je crois simplement que c'est une occasion manquée. C'est une occasion manquée parce que je pense que dans la période où l'on vit, ce n'est pas, j'entendais chaque semaine, on pourrait aller à une manifestation. Ce n'est pas chaque semaine. C'est pas chaque mois. Ce qu'on est en train de vivre en 2023, en cet automne 2023, est quelque chose d'historique en France, mais aussi dans le monde entier. Je crois que c'est une occasion manquée. Si le président avait été à cette marche, le premier de tous les Français à être dans cette marche, je pense qu'il aurait pu marquer l'histoire à ce titre, comme François Mitterrand avait marqué l'histoire en son temps, en 1990, quand il est descendu à la manifestation après Carpentras. Il ne l'a pas fait, dont acte. On n'est pas là pour le juger négativement, mais c'est une occasion manquée. Je pense que vous avez un autre avis. J'ai un autre avis, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, sur ce qui se passe en ce mois d'octobre. C'est tristement historique. La hausse des actes antisémites qui sont intolérables dans notre pays. On est à 1200 actes, donc c'est, je crois, 3 fois plus que ce qu'il y a eu sur l'année 2022, et c'est terrible. Et je le dis avec toute sincérité, qui pour moi, vous connaissez la position de la France Insoumise, mais je vais vous donner aussi la mienne sur l'occasion manquée. Moi, mon sentiment dans le fond, et je pense que c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas à la marche, c'est qu'il y a un malaise. Et moi, j'ai même l'impression que la marche, pour moi, est une occasion manquée, parce que le fait qu'il peut résider certaines, honnêtement, ambiguïtés, le fait que le Rassemblement national n'y soit pas exclu sur la marche parisienne, par exemple, pour moi est un problème. Je vous le dis dans le fond. Que le principe d'un rassemblement de tous les citoyens, c'est de ne pas exclure. À la différence que le Rassemblement national, par exemple, ou l'extrême droite... D'ailleurs, comment vous voulez exclure ? Sont ceux qui ont quand même théorisé. Qui ont théorisé l'extrême droite. Comment je veux exclure ? Enfin, en vérité, vous allez à Strasbourg, par exemple. Il y aura des militants insoumis qui seront à Strasbourg et des députés pour aller manifester. Il y en aura 2. Parce que la LICRA du 67 a justement dit qu'elle ne voulait pas du Rassemblement national dans ses rangs, et ça permettait la clarté. Moi, je suis désolé, c'est impossible. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est impossible pour nous d'aller défiler. Damien Maudet, la clarté chez LFI, en ce moment, il y en a besoin. Laissez-moi juste terminer. Elle est très claire. LFI est très claire. Il n'y a plus d'ambiguïté dans les rangs d'LFI. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est ou d'un côté ou de l'autre.
À partir du moment où on considère que l'attaque du 7 octobre n'est pas une attaque terroriste, à partir du moment où l'on considère et on laisse tranquille Mathilde Panot ou Monsieur Guiraud ou autrefois Madame Obono tenir des propos intolérables qui frisent parfois l'antisémitisme et qui font que, oui, nous allons saisir les tribunaux, si on ne condamne pas ou si on ne sanctionne pas dans ces troupes, parmi ces troupes, des propos qui sont parfois antisémites, on est clair. Voilà. Mais alors, on ne peut pas comparer la position qu'a eu le président de la République. Je suis désolé, j'entends, on est dans un débat. On ne peut pas comparer la position du président de la République qu'on entend, qui a estimé qu'il ne devait pas être à cette marche, mais sa première ministre, tout son gouvernement, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de la République, beaucoup de citoyens de tous bords vont être à cette marche, et la position de LFI. Moi, ce que je regrette dans la position de votre parti, c'est une chose simple. On ne prend pas de prétexte pour éviter d'aller à une marche qui est pour la République et pour les valeurs républicaines. Je pense que votre parti aurait pu, comme tous les autres, aller à cette marche. Pourquoi ? Parce que c'est pas une marche partisane, c'est pas une marche politique. Vous parlez du RN, vous parlez d'autres prétextes. En fait, les prétextes, pour moi, sont fallacieux. C'est simplement pour ne pas aller et participer à cette marche contre l'antisémitisme. Alors, excusez-moi, LFI a déjà manifesté avec le RN en plus. Je vais vous interrompre juste une seconde, parce que justement... Bien sûr, sur les droits, sur les retraites. Ah bon, il y a des Mélenchon a été, on va venir aux manifestations. Et prétendent que ceux qui vont manifester demain, prétendent que ceux qui vont manifester demain, mais non, c'est faux. Prétendent que ceux qui vont manifester demain cautionnent soi-disant les massacres ou autres tels que, et c'est le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument odieux. C'est absolument odieux. Et finalement, on touche du doigt le problème de cette manifestation demain qui se voulait, je le cite et je le rappelle, pour la République contre l'antisémitisme, elle est complètement polluée depuis des jours par une polémique politicienne qui vont peut-être nuire au rassemblement des Français demain, rappelons-le. Mais qui l'a alimenté ? Peu importe l'étiquette. À qui profite le crime ? Mais à qui profite le crime ? C'est ça la vraie question. Qui souhaite que cette marche, plus qu'une manifestation, c'est une marche pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme, qui souhaite qu'elle soit affaiblie ? À qui profite le crime ? C'est ça ? Il faut réfléchir à ça. C'est une marche, encore une fois, pour tous les citoyens qui n'acceptent pas de vivre dans notre pays, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit de gauche, de droite. Vous pensez que ça profite à la France insoumise ? En tout cas, je pense à ceux qui, aujourd'hui, sont en train d'alimenter le débat polémique et qui sont en train de souffler sur les braises de la haine de l'autre. En tout cas, l'antagonisme est créé par la France insoumise. Non, mais ça, c'est très clair. Désolé, mais je suis très attristé par ce que vous me dites. Et sans doute que vous pensez que je raconte des salades. Mais quand moi je vous dis que je pose le problème du Rassemblement national, comment vous voulez que... Enfin, moi, j'ai commencé à militer dans une association qui s'appelait Coexister, je ne sais pas si vous connaissez. Oh, si, très bien. On se basait sur le fait de justement de ne pas importer ce conflit-là et d'essayer d'avoir un dialogue entre des personnes de différentes convictions, de ne pas se laisser dépasser par la haine. Et quand aujourd'hui on nous propose une manifestation dans laquelle le Rassemblement national n'est pas exclu, alors que dans certains endroits ils sont exclus et c'est simple. Mais personne n'est exclu à une marche qui est ouverte à tous. Laissez-moi juste terminer. Mais si vous me laissez pas terminer, aujourd'hui c'est ouvert à tous. Ça veut dire qu'il y a quand même un élu du Rassemblement national, par exemple, à l'Assemblée nationale, qui tenait une librairie négationniste. Il va pouvoir venir marcher. Oui. On va avoir Jordan Bardella qui dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné 6 fois à pouvoir venir marcher. Mais monsieur, si vous aviez voulu, si le LFI avec Madame Obono avait voulu défiler dans le cadre... On va laisser Madame qui veut s'exprimer à ce sujet. Écoutez, Monsieur Maudet, on va laisser parler Madame. Moi, je suis un petit peu étonnée de vous voir vous entredéchirer. Alors que demain a lieu une marche contre l'antisémitisme, contre cette monstruosité contre laquelle Zola s'est élevé le 16 mai 1896 dans son article « Pour les Juifs ». Pour les Juifs dans le Figaro, en disant que cette monstruosité était en dehors de tout bon sens, de toute vérité, de toute justice, que ça allait amener à une persécution religieuse. Et vous entredéchirez à raison des régimes politiques, du parti politique. Je voudrais qu'on revienne à des idées purement humanistes, du combat contre les Juifs qui sont persécutés depuis des années et des années. C'est bien, je vous dirais, de marcher, de parler, de lutter contre l'antisémitisme, mais en fait, il s'agit d'agir. Agir, parce que agir, c'est là que je suis. Oui. J'ai accepté de venir ce soir, j'ai pas l'habitude des plateaux télévisés, pour parler au nom de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, qui est présidée par Louis Gauthier, dirigée par Philippe Auriol. Et nous agissons pour lutter mais vraiment
à une petite échelle. Nous sommes très humbles, je suis quelqu'un de très humble, pour lutter contre les formes de racisme et antisémitisme. Nous avons signé une convention entre l'association et le tribunal judiciaire de Versailles et la DILCRA, la délégation interministérielle contre la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le LGBT, pour organiser des stages de citoyenneté en faveur des jeunes délinquants de 13 à 18 ans qui ont commis des actes d'incivilité, des actes de racisme et d'antisémitisme. Nous recevons ces jeunes. Nous recevons aussi des jeunes gardiens de la paix avec le préfecture de Versailles. Est-ce que vous avez eu, madame, l'occasion de discuter avec eux? Est-ce qu'ils Oui, vous ont expliqué comment ils en étaient arrivés à ces mots, à ces actes ou à ces gestes? Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup touchée. Voilà. C'est qu'un jour, un jeune lycéen a été exclu de son lycée en région parisienne. Et pour revenir dans son lycée, il avait l'obligation de suivre un stage de citoyenneté chez nous, Maison Zola, Musée Dreyfus à Médan. J'avais la charge de le recevoir et lui faire visiter de la maison de Zola et ensuite Philippe Auriol, le musée Dreyfus. Et j'ai reçu ce jeune et là, quand je l'ai vu, il est venu tout seul, je me suis dit, il ne viendra peut-être pas. Figurez-vous que j'ai tout compris quand je l'ai vu. Il avait écrit il avait gravé sur les tables de son lycée « Nazi à vie ». Voilà, il avait écrit ça, donc il avait été exclu de son lycée. Il venait pour nous voir. Et quand j'ai vu ce jeune, j'ai tout de suite compris, ce jeune était de couleur. Je me suis dit peut-être que ce jeune est victime de racisme lui-même. S'il était jeune, il n'était pas éduqué et il était devenu antisémite. Et je l'ai reçu, j'ai passé 2 heures sans lui donner des leçons de morale, c'est pas du tout mon rôle, pour lui parler des valeurs humanistes de Zola, du vivre ensemble, d'accepter l'autre, quelle que soit sa différence, tant qu'il tombe pas dans l'extrémisme. Voilà les valeurs que nous portons à la Maison Zola, Musée Dreyfus. Il m'a écouté. Gentiment, il m'a demandé s'il pouvait faire des photographies. Et puis ensuite, il m'a embrassé. Et bien, vous savez, ça, je l'ai encore dans mon cœur. Et voilà comment on fait. Les manifestations, ce que je vous vois, c'est que les partis politiques se déchirent entre eux. Et on agit. Mais manifester, c'est important pour être ensemble. Oui, c'est ça. Et alors, je voulais aussi... Vous aviez d'ailleurs manifesté en 2015. Est-ce que demain, vous mais irez... même en 1990, après... Et est-ce que vous irez demain? Bien sûr que j'irai, ça fait partie. Et voilà, je voulais aussi montrer les actions que nous faisons à Maison Zola, Musée Dreyfus, tel ce catalogue de 400 pages qui présente nos activités et l'action de Zola en faveur, justement, mais pas seulement des Juifs. Vous savez, Zola était pour l'universalisme. Et on doit vivre ensemble et accepter l'autre, quelle que soit sa différence, tant qu'on ne tombe pas dans l'extrémisme, monsieur de l'LFI, comme il y aurait quelqu'un du Front National, je dirais comme ça. Marie-Esthésie, vous vouliez réagir à ce que dit madame? Non pas réagir, mais compléter et dire que madame a tout à fait raison. Parce que, d'abord, il ne s'agit pas là d'un débat, j'allais dire, politique. C'était une marche, c'était une marche citoyenne ouverte à tous. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'elle a été torpillée, cette marque, par des manœuvres politiciennes. Quand vous dites torpiller, vous avez vraiment peur que tout cela ait nuit à la marche de demain? Pour moi, ça a nuit au message qui était lancé par le troisième et quatrième personnage de l'État et l'agissement. Mais je voudrais juste aller un tout petit peu loin. On en a déjà parlé, de Jean-Luc Mélenchon et autres, ont instrumentalisé, essayé de torpiller par le chaos cette marche. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais madame a tout à fait raison. C'est bien et c'est important de manifester. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le temps d'après. Voilà. C'est qu'allons-nous faire après cette grande et belle manifestation? Est-ce qu'on va enfin faire de la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme une cause nationale avec des actions concrètes, c'est-à-dire un partenariat entre les collectivités territoriales, les maires, les communes, les associations, pour intervenir plus encore dans les lycées, collèges, écoles primaires? Est-ce qu'on va s'attaquer dans le sport, plus encore qu'on ne le fait? Vous voulez que ce soit une grande cause nationale? Je voudrais que ce soit une grande cause nationale qui soit déclinée en actions bien précises, dans un plan pendant une année, puisque la présence du président de la République eût été importante demain. Le nombre que nous serons demain, c'est important. Mais les actions qui seront mises plus encore en œuvre dès après-demain, c'est ça qui compte. Et l'action de Maison Zola, Musée Dreyfus est un exemple. J'aimerais revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron ne sera pas présent physiquement demain. Il a dit qu'il le serait par la pensée, par le cœur, mais il a livré ce soir une lettre aux Français. Cette lettre, j'aimerais en parler avec vous, Damien Maudet.
Il dit « Une France où nos citoyens juifs ont peur n'est pas la France. Il n'y a pas de tolérance pour l'intolérable et il déplore aujourd'hui l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. » Vous faites aussi ce constat ? Je fais ce constat, évidemment. Je ne vois pas comment on ne peut pas faire ce constat quand aujourd'hui on monte à 1200 agressions. Je pense qu'Emmanuel Macron, dans sa lettre sur ce fait-là, a tout à fait raison. Mais par ailleurs, je veux juste quand même rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Désolé, je divague un peu. Madame, je me retrouve dans ce que vous dites. Quand vous parlez de l'éducation et de combattre aujourd'hui les intolérances, le racisme, l'antisémitisme, je me retrouve là-dedans. Là où je ne me retrouve pas, c'est quand vous nous mettez dos à dos avec l'extrême droite. C'est un choix que je conteste totalement. Mais je ne peux pas le supporter. En fait, on a notre programme, tout est bâti et on pourrait en discuter. Et s'il y a des paroles antisémites, donnez-les-moi. Mais par contre, et que ce serait intolérable. Mais aujourd'hui, je veux dire que nous, notre programme, il est fondé sur la lutte contre toutes les discriminations. Et sur l'extrême droite, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et sur la marche, tout à l'heure, vous en parliez, vous disiez qu'en gros, ce serait le fait que nous, on a décidé pour des raisons qu'on a expliquées. Le premier à avoir tweeté. Mais attendez, laissez-moi terminer. Le premier à avoir tweeté. Mario Stasi, on va le laisser sur le fond, et je vous ai explicité les raisons. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais sur les raisons pour lesquelles on n'allait pas à la marche. Mais d'ailleurs, partout à l'ODEV, à Nantes, à Strasbourg et partout ailleurs sont organisés aussi d'autres événements de lutte contre l'antisémitisme, mais qu'on trouve, nous, à partir du moment où il n'y a plus l'extrême droite, c'est déjà plus clair. Et je trouve que moi, je suis désolé, mais c'est la tribune de Yael Braun-Pivet, de Gérard Larcher qui n'est pas claire. Quand dedans, oui, mais vous avez tous la même explication chez LFI. La tribune n'est pas claire. Mais en même temps, le mot d'ordre, lui, il est clair. Je suis désolé, pour la République contre l'antisémitisme, ça c'est clair. Non, je suis désolé. Dans la tribune, d'ailleurs, même vous avez écrit en 2018 quelque chose qui pourrait se retrouver dans notre critique de la tribune. Oui, puisque... J'ai jamais tenu les propos que Mme Obono a pu tenir, que M. Guiraud vient de tenir. En 2018, par exemple, vous disiez, si nous focalisons notre attention sur le seul antisémitisme des islamistes, nous culpabilisons tous les autres et nous ne pouvons le combattre pleinement. Oui. Or, dans cette tribune aujourd'hui, vous voulez que je vous dise dans 3 minutes le seul ennemi qui est fait référence, c'est l'islamisme. Attendez. Et donc je ne peux pas supporter qu'on est dans ces manifestations de l'extrême droite. On va devoir aller marcher avec des mais vous vous rendez compte condamnés. On a entendu. Il y a un appel du président du Sénat. Il y a un appel de la présidente de l'Assemblée nationale à ce que tous les citoyens français se réunissent pour lutter contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Et vous trouvez à redire. Et on vous explique sur le fond pourquoi on n'est pas d'accord et vous ne voulez pas l'entendre. On vous explique qu'on fait d'autres marches à côté. Prenez la parole, ça fait un moment que vous voulez réagir. Je regrette une chose aujourd'hui, et je voudrais le dire calmement, c'est que parmi tous les partis politiques, parmi toutes celles et tous ceux qui ont dit on doit descendre dans la rue, c'est important de marcher contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République, les seuls qui se sont mis en dehors de ce champ républicain, de cette parole républicaine, c'est LFI. Je suis désolé de vous le dire. C'est vous qui avez instrumentalisé dès le départ cette marche pour essayer, je reprends votre terme, de polluer tout ce qui tournait autour de cette marche avec un véritable idéal républicain, en essayant de mélanger ça avec le RN, avec d'autres choses, avec Israël. Et quand vous me dites tout à l'heure, je voudrais juste dire un mot là-dessus, parce qu'il vient de se passer aujourd'hui quelque chose quand même de très grave, quand vous nous dites, j'entends ce que vous me dites en tant que personne, mais en tant que responsable politique de LFI, quand vous nous dites... vous n'aurez jamais de propos antisémites, mais quand on a lu, quand on a vu les propos tenus par votre collègue David Guiraud, qui sont ignobles, je le dis bien ici, et qui vraiment font preuve d'un révisionnisme un mois après les tueries commises en Israël par les terroristes du Hamas, ça fait quand même... On y va, justement, on va les écouter, comme ça on saura exactement de quoi on parle. Au milieu de cette polémique politicienne qui n'en finit pas, de ce refus assumé de la France insoumise de participer à cette marche, il y a eu ces propos du député David Guiraud. Ils ont été tenus à Tunis lors d'une conférence hier. Il s'interroge sur la véracité de certains actes attribués au Hamas. Il fait le parallèle avec d'autres atrocités commises, selon lui, par Israël ces dernières années. On l'écoute. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant en 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Alors voilà pour le député David Guiraud vendredi soir. On va tout d'abord écouter la réaction de Marine Le Pen. Dans le projet de loi de lutte contre les idéologies islamistes que nous avons rédigé, je crois que c'est à l'article 5,
il y a justement cité le fait de contester, de nier ou de minimiser les actes des terroristes islamistes. Oui, avec les sanctions qui sont prévues, je pense que ce texte pourrait être parfaitement appliqué à M. Guiraud. Il y a un concours, semble-t-il, à la France Insoumise sur celui qui sera le plus abject. Pour l'instant, il vient de monter sur la première marche, mais il pourrait être détrôné, les connaissant, par un autre de ses collègues. Et pour être parfaitement complet et honnête, David Guiraud a essayé de s'expliquer sur BFM TV, accusé de négationnisme et de révisionnisme. Voici ce qu'il dit. J'ai peut-être eu, c'est vrai, le fait de l'aborder avec légèreté, et peut-être, ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut me reprocher, je peux le comprendre, très honnêtement, parce que c'est un sujet grave. Cette affaire sordide de bébé dans le four n'a pas existé lors du 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération. Ce sont des journaux israéliens. Et donc moi, dans cette conférence où on parle de beaucoup de choses, je prends des faits précis, des faits historiquement vérifiés, et je dis, attention, cette manière de ne pas prendre de précautions dans le traitement de l'information a des conséquences. Alors voilà pour ce qui a été dit. Serge Raffi. Moi, ça me rappelle étrangement une autre époque, une autre période de l'histoire de France qui est l'occupation. Il se trouve que sous l'occupation, il y avait des collaborateurs d'extrême droite, c'est vrai, des pétainistes purs et durs, mais il y avait aussi de l'extrême gauche qui était sur la ligne un peu pacifiste, qui disait mieux vaut Hitler que la guerre. C'est-à-dire que le pacifisme à tout craint, ce n'est pas forcément la chose la plus puissante. Donc ce qui s'est passé ensuite avec ces pacifistes qui sont devenus des collaborateurs, c'est qu'à la Libération, quand ils ont découvert l'horreur ils se sont retrouvés dans une position tellement épouvantable qu'ils sont devenus effectivement négationnistes, révisionnistes. C'est l'histoire de Racinier, c'est l'histoire de... ensuite, Racinier, Paul Racinier, qui était le chantre de Forisson, etc. On est vraiment dans l'extrême droite, mais au départ, vous avez aussi des gens qui étaient de la SFIO, de l'extrême gauche, etc., des trotskistes. Donc ce n'est pas l'apanage de l'extrême droite, la collaboration, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc effectivement, ces gens-là, ils ont laissé faire les massacres qu'on a connus des Juifs à cette époque-là. Donc j'ai le sentiment que ce discours qu'on entend aujourd'hui, ce qui ne justifie pas du tout la défense, il faut défendre les civils de Gaza, on est tous d'accord là-dessus. Mais ces positionnements là-dessus, sur moi ce que j'appelle le pogrom du 7 octobre, ce n'est pas une offensive. J'ai entendu moi des journalistes dire c'est une offensive du Hamas, le fameux mouvement de résistance selon Madame Obono. La réalité, c'est que c'est un pogrom, c'est une Saint-Barthélemy antisémite, monstrueuse. Historiquement, c'est un moment mais gigantesque. Et je regrette que les gens de LFI n'aient pas saisi l'horreur de ça, ce qui ne justifie pas. Après, on peut discuter le fait que Netanyahou a commis une erreur, à mon avis, sur la guerre informationnelle gigantesque, c'est-à-dire de réagir trop vite, c'était un acte de faiblesse. Il fallait laisser à l'opinion internationale, laisser infuser l'idée qu'on a vécu un moment historique épouvantable, énorme, et qu'on n'a pas eu le temps en fait. C'est pour ça que les opinions sont confuses, on est dans une confusion des signes extraordinaire, mais il faut rappeler que historiquement quand même, une partie de l'extrême gauche française a été collabo. Damien Maudet, de manière calme et posée, maintenant qu'on a entendu ce qu'a dit votre collègue, alors, quel est votre positionnement? De manière calme et posée. Bon, déjà, tout à l'heure, vous avez menti quand vous avez dit qu'il y avait la France Insoumise. Moi, je le dis très calmement. Tout à l'heure, vous avez menti quand vous avez dit que la France Insoumise avait manifesté avec des élus du Rassemblement national. Non, mais c'est faux. Et donc, du coup, bien sûr que après, si, quand sur les retraites, de l'extrême gauche qui aurait... Sur les retraites, bien sûr, monsieur. C'est faux, c'est factuellement faux. Mais quand vous parlez de l'extrême gauche collabo, sans doute que ça a existé. Je veux les noms, je veux voir les histoires, parce qu'il y a aussi d'autres histoires. Chez moi, justement, c'est l'extrême gauche, ce qu'on peut appeler à l'époque l'extrême gauche qui libère. C'est le maquis des campagnes qui vient libérer les villes. Guingouin, excusez-moi. Mais là, en fait, sans retourner dans les livres d'histoire, j'aimerais avoir votre action sur les propos de David Guiraud. Ils sont abjects. Sur David Guiraud et ses propos. C'est pas lui qui... Enfin, je suis désolé, mais... C'est pas lui qui les tient? En fait, il ramène un article de Libération. Il dit ça. Non, mais il ramène au Monde. Mais je veux bien. Mais il ramène à Libération, il ramène au Monde. Maintenant, c'est eux qu'il faudrait inviter. Il faudrait inviter Libération et le Monde. Donc David Guiraud ne fait que citer Libération. Vous savez que Jean-Marie Le Pen a ramené Forisson. C'est pareil. Là, c'est exactement la même chose.
Pardon ? Vous dites qu'il ne fait que rapporter les propos de Libération. Et Le bien moi, je vous dis que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, il rapportait les propos de Forisson. Donc vous trouvez que Libération peut être comparé avec Forisson, ou que Le Monde peut être comparé avec Forisson ? Non, monsieur, vous êtes très habile. Je dis que monsieur Guiraud, je dis que l'abjection que provoquent en moi les propos de monsieur Guiraud me rappelle celle que j'ai ressentie lorsque monsieur Jean-Marie Le Pen a pu, à divers moments, notamment, j'ai exactement le même dégoût. Damien Maudet, moi, je sais pas vous quoi pouvez faire faire preuve de franchise. Ramener. Votre collègue Daniel Obono a dit clairement que le Hamas était pour elle un mouvement de résistance. Non, elle a dit que le Hamas est défini comme un mouvement de résistance. Mais si vous voulez, là, les propos de David Guiraud, ils sont aussi assez clairs. Mais... il est possible d'être d'un parti et de condamner certains propos. Alors, juste prenons les choses. Daniel Obono dit que le Hamas se considère comme un parti de résistance. Moi, je suis même pas d'accord avec ça, mais elle n'a pas dit qu'elle considérait, elle, le Hamas comme un mouvement de résistance. Ensuite, il y a une différence. Non, mais il y a une différence notable. Et ensuite, sur David Guiraud, et je pense qu'il le dit assez justement, en fait, pour moi. Et il dit j'ai eu de la légèreté, peut-être que c'est un euphémisme. Tout à l'heure, on en parlait en coulisses, et qu'il aurait dû prendre beaucoup plus de précautions en disant ça. Mais maintenant, quand il se reporte sur les articles de Libération ou du Monde, moi, je veux qu'on me dise. Non, mais je veux qu'on vous me nous dise. dites, on ne va pas à la manifestation demain contre l'antisémitisme parce qu'on ne veut pas défiler à côté du Rassemblement national. Je vous dis qu'il y a 2 articles du Monde, que David Guiraud se sert de 2 articles du Monde. Non, mais citez-les, les articles. Vous arrêtez pas de parler des articles du Monde et de Libération. Je les ai pas sous les yeux. Il y a d'autres articles qui disaient que c'était des faits réels. Donc il a quand même choisi ses sources. La presse entière a vu. On le sait, vos collègues journalistes ont vu de leurs propres yeux les images des massacres qui ont été commis par les terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre. Des femmes éventrées, des enfants tués, des vieillards tués, des jeunes filles violées avant d'être tuées. Et vous venez ici en plateau dire non, mais peut-être que Libération, Le Monde. Mais j'ai jamais remis en cause les massacres dont vous parlez. Non, je n'ai jamais remis en cause les massacres dont vous parlez. Vous savez, le titre de l'article, puisqu'on parle de l'article du Parisien, qui s'appelle d'Emmanuel Macron, cette lettre aux Français, qui s'appelle « Pas de tolérance pour l'intolérable », s'il vous plaît, de grâce, pas de justification à l'injustifiable. Il faut à un moment donné dire que les faits qui ont été commis par David Guiraud en prononçant ces paroles, et je vais même vous dire mieux, je trouve que sa réaction est pire encore, parce qu'elle rajoute encore... Vous voulez dire son explication a posteriori. Mais son explication qui n'en est pas une, il vient vous dire j'ai fait preuve de légèreté sur la forme, et sur le fond, il ne revient en rien sur l'énormité révisionniste qu'il a dite. Donc je vais vous dire, moi, je me rappelle de Durafour crématoire, qui avait été un marqueur historique politique par rapport au Rassemblement national. Je peux vous dire que le bébé au four qui n'existe pas et que les femmes éventrées qui n'existent pas lors du pogrom du 7 octobre resteront comme des marqueurs historiques de la déchéance de David Guiraud, et en tout cas en tant que responsable LFI. Et je regrette qu'aucun responsable de votre parti ne dise que ce qu'il a dit ne devait pas être dit. Martine Leblonzola, je vous observe depuis tout à l'heure, je vous vois absolument consternée. Oui, je suis consternée. Très clairement. Consternée par ces déchirements. Et je vois ce monsieur de LFI qui est très net. Vous paraissez vraiment loin de cette atrocité qui est commise dans le monde. Notre société est en train de basculer et vous êtes d'une froideur. Moi, je suis de gauche, monsieur, et je suis effarée par le revirement de la gauche. Mélenchon n'était pas comme ça quand je l'ai connu il y a des décennies. C'est devenu une erreur historique. Et je vous le dis du fond de moi-même, je ne fais partie d'aucun politique. J'ai des idées de gauche depuis que je suis née, je dirais. Et vraiment, je suis... Vous êtes choquée ? Je suis choquée. Je suis choquée, oui, je suis choquée par cela, parce que pendant ce temps-là, il y a cette bête immonde qui continue à envahir. Il y a la communauté juive est en danger, monsieur. Ces éventrements de femmes, c'est existé, c'était des questions viscérales. Vous savez, si Zola était engagé dans l'affaire Dreyfus, dans le J'accuse, c'était une question de viscères, il le disait lui-même. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas le crime qu'il n'a jamais commis. Voilà ce qu'il disait, ça sort des viscères. Et vous êtes d'un calme olympien. Moi, je suis tremblante. Et vous restez d'un flegme. Voilà, alors c'est Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, elle a le droit d'aller, finalement, d'aller manifester. On est encore en liberté. Mais si vous continuez à être comme ça, la République, on ne va plus avoir de République, on va être en dictature. Mais bien sûr, la République est en danger. La République est en danger. Vous savez, mettons-nous à la place. Il faut la paix. Une seconde, comme dit Madame Leblonzola. Mettons-nous à la place d'une personne qui a connu la Shoah.
Mais mettons-nous à la place. Nous, on est plus jeunes ici. On n'a pas vécu cette période. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Rappelons-nous aussi que les survivantes et survivants de la Shoah nous ont dit après 1945, on ne pouvait pas parler, on n'osait pas parler, on ne s'autorisait pas à parler parce que ce qu'on avait vécu était tellement terrible qu'on se disait on ne nous croira pas. Mais heureusement que LFI n'existait pas en 1945 parce que si au bout d'un mois seulement, on en est à du révisionnisme, du négationnisme tel que ça, mais c'est terrible quand on a connu tout cela. Et j'entends ce que dit Madame Leblond-Zola. Effectivement, au regard de l'histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre quand notre pays a connu ce qu'il a déjà connu et quand Israël, démocratie, a vécu sur son sol le pire pogrom, la pire tuerie qu'on avait vécue, qui n'avait été vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, Georges Mélenchon, il a fait partie de l'émission Secret d'Histoire, il n'y a pas longtemps. Jean-Luc Mélenchon, il a fait partie de l'émission. Eh bien, il a vanté les Zola. Ah, j'ai dit, mais son intervention est magnifique. Et là, il va à l'opposé de la pensée de Zola. Parce que Zola a appelé à l'universelle tolérance contre les fanatismes. Il a beaucoup changé, monsieur Mélenchon, il y a 2-3 ans. Et à la fin, il s'est lancé, le grand Zola. Mais c'est pas possible. Il ne représente pas la pensée humaniste de Zola, qui était pour la paix. Zola reviendrait, il doit se retourner dans sa tombe en face de Victor Hugo. J'aimerais juste qu'on regarde une image ensemble, qui est aussi une image marquante, qu'on a montrée au début de cette édition, qui est une image des manifestations à Londres aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les avez vues. 300 000 personnes qui ont manifesté à Londres. Les images sont extrêmement impressionnantes en faveur du peuple palestinien. Il y a eu des manifestations à Londres, il y a eu des manifestations à Bruxelles, entre 20 et 40 000 personnes. Explosion des actes antisémites en Grande-Bretagne, plus 500%. Explosion des actes antisémites outre-Atlantique aux États-Unis, plus 400%, notamment dans les universités. La Maison-Blanche a dû rappeler les directeurs à l'ordre. 16 000 personnes à Paris aujourd'hui, Serge Raffi, c'est loin d'être anodin. On a vraiment l'impression, à la veille de cette marche qui est censée rassembler la France, d'une fracture de notre société. Oui, mais en même temps, d'abord, ils ont le droit de manifester. Et c'est clair, et ils ont le droit de défendre le peuple palestinien. Et qu'on est tous, je pense que sur ce plateau, on est tous d'accord pour qu'il y ait deux États. Mais la question c'est, est-ce que ceux qui ont défilé aujourd'hui, un État d'Israël et un État palestinien? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnes? Mais bien sûr que non. Mais parce qu'il y a des choses différentes. Nos sociétés ont incroyablement changé. Et la situation en France, il ne faut jamais oublier, alors je pense que certains députés, je ne parle pas pour vous bien sûr, mais ont quand même une mémoire de poisson rouge. La France, depuis 15 ans, vit quand même un drame terrible. C'est le terrorisme islamiste chez nous, sur notre sol. Ils ont commis des atrocités, que ce soit Mohamed Merah, qui a quand même assassiné des enfants dans l'école juive de Toulouse, en les filmant. C'est-à-dire qu'on rejoint un peu ce même système que le Hamas. C'est-à-dire on filme les atrocités pour en faire une arme de guerre, parce que c'est ça la réalité. Daesh, c'était la même chose. On filme les atrocités pour en faire une arme de guerre. Or, le Hamas, c'est comme ça qu'il fonctionne. En France, on a vécu ça depuis 15 ans. Pas seulement justement avec la communauté juive, mais aussi avec les Français, avec les professeurs, avec tous les mécréants. C'est-à-dire que le totalitarisme islamiste qui grignote totalement une partie des consciences de la classe politique est en train d'avancer en jouant le rôle victimaire. C'est toujours la même chose. Et ça, il faut être très attentif à ce qui est en train de se passer. Et peut-être que Emmanuel Macron a raison, peut-être, de ne pas se présenter. Moi, j'aurais préféré qu'il soit à cette marche, mais quelque part, il ne veut pas embraser la France, parce que c'est le danger. Oui, mais c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait lui-même qu'il ne voulait pas embrasser, parce que la semaine prochaine, s'il y a une marche contre l'islamophobie, il faudra qu'il y aille. Enfin, vous voyez, donc lui, là, il domine. Mais vous comprenez, quand je parle des partis politiques, mais là, vous êtes en train de détruire toute une marche qui se dit humanisme pour lutter contre cet antisémitisme qui vraiment... Mais Zola disait toujours, je serai toujours du parti des vaincus, des plus faibles. Il le disait, il a défendu Manet, il a défendu la cause des animaux, il a défendu Dreyfus parce que c'était un juif, d'accord, parce qu'il était innocent. Mais la République, c'est protéger les plus faibles. Et actuellement, les juifs sont en affaiblissement parce qu'ils sont nés juifs. Enfin, c'est quand même quelque chose. Bon, moi, je suis née, on m'a dit un jour, moi, je suis descendée de Zola. C'est très bien, mais c'est la nature qui a voulu que du sang de Zola coulât dans mes veines. Mais j'ai rien demandé. J'aurais pu naître juif, j'aurais pu naître de couleur et tout. On peut pas
parce qu'ils sont juifs, on les met au four crématoire. C'est pas possible. Et là, c'est pour ça que, excusez-moi, parce que je n'ai pas l'habitude d'être vraiment des plateaux télévisés, mais là, vous m'enflammez, parce que je voudrais que vous preniez conscience que la politique, les partis comme Madame Le Pen, Madame Le Pen, elle a le droit de venir à cette manifestation. Enfin, quand même, son père qui est, on sait très bien qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre. Aussi. Et son entourage. Il n'y a pas simplement le père, il y a toujours un entourage. L'une, c'est vraiment pour ça. Et c'est ce que je disais. On va marcher, on va militer, mais arrêtez vos bagarres politiques et agissons encore une fois comme notre maison Zola, musée Dreyfus, avec un catalogue de 400 pages pour lutter. Mais justement, mais c'est très important. Une maison qui agit au quotidien pour l'inclusion, pour lutter contre les difficultés. Avec les partenaires publics que je remercie, que je félicite. Chacun individuellement peut apporter vous savez, c'est sa petite pierre à l'édifice républicain, parce que la République est en danger. Et peut-être qu'aux prochaines élections, on aura, on peut dire, l'extrême droite, parce que maintenant, Marion Maréchal Le Pen dit qu'elle n'est pas d'extrême droite. Alors là, bon, moi je tombe de... On ne va pas aller si loin. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même être vigilant demain et arrêter vos querelles politiques. Et justement, puisqu'on évoquait le cas du président de la République et sa décision de ne pas aller à cette marche, cette lettre aux Français pour assurer évidemment les Français de confession juive de son soutien absolument total, il y a aussi en quelque sorte ces frictions entre la France et Israël depuis cette interview qu'Emmanuel Macron a donnée à la BBC hier soir. On va réécouter un extrait et on va voir la réaction du Premier ministre israélien. Il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu. Parce qu'il est impossible d'expliquer « nous luttons contre le terrorisme » en tuant des innocents. De fait, aujourd'hui, des civils sont bombardés. De fait, des bébés, des femmes, des personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. Et ces propos ont appelé une réaction ce soir du Premier ministre israélien. On l'écoute. Il a commis une grave erreur, une erreur factuelle et une erreur morale. Ce n'est pas Israël qui empêche l'évacuation des civils, c'est le Hamas. Élie Korchia, une réaction. Oui, d'abord, il faut savoir que la réaction qui a eu lieu en Israël, c'est du cabinet de guerre. Aujourd'hui, il y a une union nationale en Israël par rapport à la guerre que vit Israël. Et la déclaration a été faite lors d'une intervention du Yoav Gallant, le ministre de la Défense de Bibi Netanyahou, mais aussi, il faut le dire, de Benny Gantz, qui était dans l'opposition, qui fait partie de cette union sacrée. Mais... C'est pour le contexte. Je comprends la réaction, effectivement, d'Israël ce soir, mais j'ai cru comprendre, en regardant tout à l'heure les informations, qu'il y avait une partie, juste avant ce qui a été diffusé dans l'intervention du président de la République à la BBC, où il parle bien des massacres qui ont eu lieu en Israël et de la légitimité d'Israël à se défendre. Ce que je voudrais juste rappeler ce soir en 2 mots, quand on parle de civils, depuis le début de cette opération qu'Israël a dû mener après la guerre qui a été déclenchée sur son sol par les terroristes du Hamas, Israël a tout fait pour que le maximum de civils puissent être évacués. J'étais en Israël il y a 15 jours, j'avais été sur place pour constater ce qui se passait après les atrocités du 7 octobre, et j'ai vu le travail qui a été réalisé, notamment par Tsahal, par l'armée d'Israël, pour que le maximum de civils puissent partir. Mais dans le même temps, qu'est-ce que fait le Hamas en tant que bonne organisation terroriste? Elle se sert des civils comme bouclier humain, elle fait tout pour cacher les forces de commandement et les infrastructures derrière des écoles, derrière des hôpitaux, derrière des bâtiments publics. Et elle s'en prend même parfois aux civils eux-mêmes en les empêchant de partir vers les zones sécurisées alors qu'il y a un couloir humanitaire. On ne peut pas dire que le président de la République n'a pas partir. Immédiatement condamné ce qui s'est passé le 7 octobre. La réaction de la France a été extrêmement claire. Mais il y a un glissement sémantique qu'on remarque depuis ces derniers jours. Mais peut-être qu'au bout de 36 jours de conflit internationale, il est peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des otages. Et d'avoir une pensée pour ce peuple palestinien qui subit des bombardements incessants. Il y a peut-être des raisons derrière ce glissement sémantique que nous ne maîtrisons pas. Vous voulez dire des raisons pour lesquelles il ne va pas manifester demain ? Des raisons. Je ne sais pas si c'est directement lié à la manifestation d'ailleurs, même s'il y a peut-être un lien. Je crois qu'il y a peut-être aussi une stratégie par rapport aux otages. On n'en parle pas ici, mais rappelons-le. Israël doit sauver aujourd'hui des griffes du Hamas
240 otages, Dont des des bébés, des femmes, des adultes, des personnes, des vieillards qui sont à 30 mètres sous terre et qui sont détenus par le Hamas, dont, comme vous l'avez rappelé, 9 Français, en dehors de tous les Français qui ont été tués, les Français qui ont été tués dans les attaques du Hamas le 7 octobre. Donc il y a peut-être des raisons géopolitiques qu'on ne maîtrise pas dans cette évolution quand même sémantique au cours de ces derniers jours, mais il faut toujours rappeler, vous parliez de Mera, vous parliez de Daesh, de l'État islamique, contrairement à ce que certains voudraient faire croire en séparant les mouvements terroristes, le Hamas, Daesh, l'État islamique, le djihad islamique, tout cela, c'est le même combat. C'est pas seulement le combat aujourd'hui contre Israël, c'est le combat contre les Occidentaux et les valeurs occidentales qu'on porte. Oui, il ne faut jamais oublier quand même que quand le Hamas s'attaque à des Juifs, les prochains sont les homosexuels, les prochains, ce sont les femmes. Ensuite, ce sont toutes les autres minorités. On est dans une logique terroriste classique. Mais ce qu'on voulait démontrer là, c'est que ça semble difficile d'un point de vue international d'avoir un discours équilibré. Il ne s'agit pas en aucun cas, jamais pour le président de la République, de cautionner ou d'apporter quoi que ce soit au Hamas. Il parlait juste d'une population palestinienne. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les écarts, le grand écart diplomatique est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut choisir son camp, non, très c'est nettement. pas une question de choisir son camp, mais il y a un certain nombre de raisons, à la fois internationales et internes. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal à comprendre bien les logiques, les évolutions sémantiques et les discours. Oui. Et il faut rappeler à un moment donné les points de base de ce conflit. Et il faut simplement rappeler qu'une guerre, malheureusement, on l'a vécu en France quand Daesh a commis des actes et qu'on a dû, en France, combattre, puisque nous sommes Français autour de cette table. On n'est pas en Israël, on n'est pas Israélien, on n'a pas nos enfants qui sont au front et qui meurent jour après jour pour défendre le pays. On a vécu les attaques de la France contre Mossoul et contre Raqqa, et à ce moment-là, on menait une guerre, et quand on mène une guerre, malheureusement, il y a aussi des civils qui meurent. Mais aujourd'hui, c'est la légitimité de la défense d'Israël par rapport aux atrocités qui ont été commises sur son sol qui est en jeu. Alors justement, on voit bien que ça cristallise énormément de tensions. Donc forcément, il y a des craintes pour la manifestation de demain. On espère qu'il y aura énormément de monde, le plus de monde possible, rappelons-le, pour la République, contre l'antisémitisme. Vous voyez le parcours de cette marche qui partira demain de l'esplanade des Invalides à 15h, direction place Edmond-Rostand. Un important dispositif de sécurité sera évidemment déployé. Gérald Darmanin évoquait plus de 3000 policiers, gendarmes, des unités d'élite. On en parle avec vous, Pascal Bito-Panelli. Bonjour, vous êtes ancien commandant du service de protection des hautes personnalités. Demain, c'est un événement hors norme avec forcément une sécurité hors norme. Oui, absolument. C'est un gros événement très sensible et le ministre de l'Intérieur choisit bien sûr de mettre le curseur de la sécurité très haut en déployant beaucoup de personnel et en ayant toujours la même action, c'est-à-dire un bon déploiement, un bon calibrage, un bon dimensionnement des effectifs. Alors on imagine qu'il y aura une bulle de sécurité autour des personnes. Il y a quand même, mis à part le président de la République, tous les plus hauts représentants de notre État. Voilà, ça fait partie d'une des difficultés de cette manifestation, c'est qu'on a l'habitude en ordre public à Paris de travailler avec des hommes politiques dans les manifestations, mais là, nous avons chef de gouvernement, des anciens présidents de la République, quasiment tout le gouvernement, plus beaucoup de personnalités politiques, de VIP de tous horizons. Il importe donc de les travailler dans un carré particulier sur la tête de cortège où on puisse leur faire un premier bouclier protecteur, déjà avec le service d'élite de la protection, ils sont affectés à certaines personnalités, d'autres agents de protection rapprochés privés pour faire ce premier bouclier et travailler d'une façon plus globale, comme on sait très bien le faire sur la plaque parisienne, à travers une transversalité opérationnelle de beaucoup de services. Alors chaque homme politique a son officier de sécurité. On appelle ça une épaule de sécurité. Expliquez-nous exactement comment ça fonctionne. Alors, les membres du gouvernement, par leur poste, ont bien sûr droit à des hommes du SDLP. Et le quantitatif des équipes est en fonction de la sensibilité du poste. On a donc, sur les secrétaires d'État et les ministres, beaucoup de binômes, 2 officiers de sécurité. Et sur les ministres régaliens, et bien sûr le Premier ministre, des équipes de sécurité avec un commandant d'unité et des services qui sont d'environ, on va dire, 20 officiers de sécurité, avec des précurseurs, c'est-à-dire des hommes de main qui seront en amont pour préparer la zone.
Est-ce que selon vous, finalement, le choix d'Emmanuel Macron de ne pas aller à cette manif, c'est aussi parce que ça posait un problème institutionnel? Il y a le Premier ministre, il y a le président du Sénat, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Conseil constitutionnel. Quelque part, est-ce que c'était possible qu'il y aille? Écoutez, moi, je ne peux pas vous faire d'analyse politique à ce sujet. Je vais vous faire une analyse... Mais mettre en danger, entre guillemets, tous les représentants de l'État, est-ce que ça s'est déjà fait? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait protéger le président de la République sur tous les théâtres d'opération. Je le disais déjà hier sur votre plateau, que ce soit en France ou ailleurs. Donc on aurait pu le faire. Après, je respecte la décision du président de la République. Concernant la mise en sécurité d'un tel événement, je le répète, sensible, que le président de la République soit là ou pas, le label Sécurité France permet de le faire. Alors, on imagine que les personnalités seront particulièrement protégées. On voit là le tracé. Oui. On a connu de nombreuses manifestations ces dernières années en France. On a vu comment ça fonctionnait, comment ils arrivaient à couper les cortèges. Il peut y avoir des craintes plutôt sur les milieux, plutôt sur la fin des cortèges. Quelles sont pour vous les principales inquiétudes? Alors, on est sur, je dirais, quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a pu voir dans les grandes manifestations dans le public qui sont perturbés à la fin par des mouvements ultra-radicaux, notamment par les Black Blocs ou d'autres manifestants qui viennent s'infiltrer et dénaturer un peu la manifestation. Demain, il y a deux choses qu'on n'aura pas. On n'aura ni Black Bloc ni Antifa, à mon sens, mais on n'aura pas non plus de syndicats, donc pas de service d'ordre de ces syndicats. Hein, c'est un peu Et ça, c'est important. Voilà, ça l'est relativement, mais on a mis 3000 policiers et gendarmes. Donc on a quand même déployé un dispositif qui me semble suffisant pour contrôler et canaliser cette manifestation. Est-ce que vous voyez des risques particuliers? Alors, on a envie de dire, mis à part le mot d'ordre, est-ce que vous voyez des risques particuliers, que ça soit lié au tracé, que ça soit lié à la composition de ce mouvement, à la présence de certains élus qui vont forcément susciter certaines frictions? Alors c'est une question qui nécessiterait une longue réponse. Il y a toujours, vous savez, en ordre public, beaucoup de risques. Il faut être très professionnel et très modeste dans cet exercice parce que tout événement, toute manifestation est un cas d'espèce. En l'occurrence, on peut prendre des menaces d'attentat, une attaque isolée de quelqu'un qui sorte et qui soit sous les radars, une contre-manifestation, des provocations. On a toujours en ordre public la possibilité qu'une étincelle opère une dynamique de basculement et que derrière, on a des soucis. Mais le personnel qui sera sur zone demain, très proche, avec également des forces mobiles de maintien de l'ordre, en jalonnement dynamique, en statique, en profondeur, du personnel en civil, qui fera du contre-ciblage, c'est-à-dire qui va essayer de voir sans être vu. Vous l'avez dit tout à l'heure, madame, une unité d'élite de la police judiciaire, la BRI, rappelons-le, l'élite de la police judiciaire créée en 1964, qui travaille sur la surveillance, le grand banditisme et le contre-terrorisme, des tireurs en point haut. On va aussi utiliser la technologie. Rappelons que l'immense tour de contrôle qu'est l'état-major de la DEPC réunit les plus grands professionnels de l'ordre public. Donc nous avons demain les cartes en main pour ne pas être trop dans l'anxiogène et l'hystérie. Et je pense que les choses devraient, et je le souhaite d'ailleurs, bien se passer. Vous êtes confiant? Oui. Parce que vous avez l'air confiant, honnêtement. J'essaye dans mon métier de ne pas être trop dans l'affolement, mais je pense que nous avons mis en main sur le terrain, sur zone demain, des atouts, des éléments. Par ailleurs, sur la plaque parisienne, rappelons l'expérience, il y a des chiffres qui sont marquants. En 2022, la préfecture de police a traité 1916 manifestations revendicatives, plus de 5 par jour. Donc on a un gros background, une grosse expérience. Par ailleurs, des services qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Par rapport à 2015, on a tous en tête cette image de 2015, de ces 4 millions de Français dans les rues, mais aussi de ces chefs d'État français et étrangers qui étaient en tête de cortège. En janvier, oui. Il y avait eu d'ailleurs Mahmoud Abbas, Benyamin Netanyahou, de part et d'autre de François Hollande. C'était un autre temps et pourtant c'était il y a seulement 8 ans. La manifestation de demain vous semble plus simple ou alors en 2015 on avait bénéficié aussi de l'aide de services secrets étrangers finalement? Je pense que la manifestation de demain sera un peu plus simple. Puis je l'espère d'ailleurs. Bon, vous l'avez dit, ça s'était très bien passé en 2015. Oui. Mais répétons-le,
toujours être... D'ailleurs, on revoit en ce moment, pendant que vous parlez, les images. C'était il y a 8 ans. Il importe de rester toujours très prudent parce que tout événement sensible qui a une grosse couverture médiatique, c'est un des gros facteurs de la sécurité publique, suscite des vocations. Beaucoup de vocations positives, certaines négatives. Il faut donc toujours rester très prudent. Élie Corchia. Oui, il y a une petite chose à rappeler quand même, effectivement, en différence par rapport à 2015. 2015, il y avait un angle international, effectivement, à la manifestation, à la marche qu'il y avait eu. Donc il y avait un angle international qu'on n'a pas demain. Demain, c'est vraiment une marche pour les valeurs de la République française, contre l'antisémitisme et la haine antisémite qui, malheureusement, rappelons-le ici quand même, a tué 12 personnes au cours de ces dernières années, notamment dans les actes terroristes, les actions terroristes qui ont coûté la vie à des Français juifs, ce qui est quand même très grave, au regard aussi des 1000 actes antisémites depuis le dernier mois. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas eu de polémique, ni sur la politique, ni en lien avec ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, ce que malheureusement on a eu là. Et donc ce que je voudrais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité, il peut y avoir un climat un petit peu anxiogène en ce moment, c'est que d'abord il faut remercier le ministère de l'Intérieur et le gouvernement de mettre tous les moyens demain pour protéger, vous l'avez dit, il y aura comme une bulle de sécurité autour de la manifestation, mais je le redis ici, il faut demain qu'on sorte dans les rues, qu'on descende dans la rue pour dire non à l'antisémitisme et pour dire qu'on veut vivre dans un pays, notre pays, la France, dans lequel on n'accepte pas qu'il y ait cette déferlante antisémite contre des citoyens. Et donc je pense que c'est ça qui est important, c'est le message que je veux lancer ce soir, parce que le climat est un petit peu sombre, un peu lourd, et je voudrais aussi, une marche, c'est aussi voir les choses du bon côté, et descendre demain au lieu de rester chez soi. Ça fait plaisir de vous voir souriant après des débats un peu crispés. Parce que c'est tendu, c'est compliqué, et je crois qu'à un moment donné, il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est aussi important de se dire, ou de dire plus tard à ses enfants, à ses petits-enfants, le 12 novembre 2023, j'y étais. Je suis pas resté devant mon poste de télé. On n'est pas été au cinéma, même si j'aime beaucoup le cinéma et c'est pas la question. Mais on était dans la rue parce qu'on a dit, alors qu'on n'est pas juif, alors qu'on n'est pas ci, on n'est pas ça, on est descendu dans la rue simplement pour dire non à l'antisémitisme dans notre pays. Et je fais le lien d'ailleurs avec Madame Leblond-Zola qui a son magnifique livre juste à côté. Il faut relire la phrase du président de la République qu'il a rappelé en parlant de Zola dans l'article du Parisien que je salue, quand il dit qu'il soit religieux, qu'il soit identitaire, qu'il soit social, il faut toujours combattre l'antisémitisme comme le faisait Zola il y a déjà un siècle. Et je voudrais aussi rappeler le beau geste de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, qui ce matin, le 11 novembre, a décidé d'aller déposer une gerbe à la mémoire d'Alfred Dreyfus. Ça aussi, c'est un beau message qui fait le lien entre la France et le combat contre l'antisémitisme. Madame. Voilà, je voudrais faire le lien et vous montrer notre catalogue. Et vous voyez cette caricature. C'est une caricature qui est issue d'une série du Musée des Horreurs. Absolument abominable, avec les protagonistes de l'affaire Dreyfus, avec leur visage et un corps en forme d'animal. Et là, vous voyez Dreyfus avec un corps de vipère et traître. Alors, espérons que ce genre d'images, on ne les verra plus. Et ça, c'est en notre âme et conscience. Nous sommes tous responsables, même humblement, notre petite action à la Maison de Zola. Chacun, individuellement, peut lutter contre l'antisémitisme. Demain, c'est un élan national. Mais comme je disais tout à l'heure, on parle, mais après, il faut agir. Vous savez, j'ai vu un reportage à la télévision il y a quelques jours. Dans une école maternelle, il y avait une assistante maternelle qui montrait à des enfants une image d'un enfant qui était tout seul dans la cour. Les enfants ont dit on va aller voir, on va aller lui faire un bisou. C'était magnifique, et c'est l'éducation. C'est par l'éducation, la transmission, de façon à ce que et lutter contre toute forme d'extrémisme. Voilà. Et l'extrémisme, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Merci beaucoup pour ce message. Merci pour ce dessin. Merci à tous. On le rappelle, la manifestation, c'est demain à 15h pour la République.